ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois aujourd'hui Mathieu Delalandre. Mathieu, merci de nous rejoindre. Eh ben, merci à toi de me recevoir. C'est super parce qu'on parle tout le temps de plein de sciences du sport. Vous savez, on a regroupé un peu ces dernières années les sciences du sport sous le hashtag les sciences du sport. Et on parle du coup de biomécanique, on parle évidemment beaucoup de physiologie, on parle un peu plus récemment dans le podcast de psychologie, mais ce dont on parle très très peu, c'est de la sociologie. Et pourtant, je sais que je vais peut-être vous surprendre parce qu'on est plein d'a priori, mais il y a des thèmes hyper intéressants, hyper passionnants et qui peuvent aider absolument tout le monde, des entraîneurs aux préparateurs physiques, en passant par les kinés. À plus forte raison, ceux qui essayent de rester sans arrêt à la page et de suivre un petit peu les diverses sciences du sport. Et on se rend compte quand on prend des thèmes comme la force, comme les étirements, comme la nutrition, que immédiatement on est plongé dans tout un tas de controverses. Et c'est le thème aujourd'hui de notre discussion avec Mathieu, puisque parmi ses sujets d'études, il a justement beaucoup publié sur la controverse dans le milieu scientifique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Ça a commencé il y a pas mal d'années, mon intérêt pour ce sujet-là. J'étais à l'époque en master, je travaillais sur les controverses relatives à l'apprentissage moteur et au contrôle moteur. Et puis, plus tard, un peu plus récemment, je me suis intéressé à la musculation, à l'entraînement de la force. Riche en controverses. Riche en controverses. Et en débats passionnés. Sur le terrain et en sciences du sport. Et en sciences du sport, absolument. Et donc, je m'étais focalisé sur une controverse qui était relative aux méthodes d'entraînement de la force, et notamment à la série unique. Et ça m'avait interpellé, parce que si on revient pas mal d'années en arrière, j'avais été sensibilisé à ça quand je préparais l'agrégation d'éducation physique à l'époque. Et donc un peu plus tard, voilà, je me suis mis sur ce terrain d'enquête qui était assez passionnant. Alors Mathieu n'est pas qu'un chercheur en sciences du sport, d'abord c'est mon ami, et ensuite c'est un vrai pratiquant. Il est membre de Strong First, t'es niveau 1, ça y est. Ça y est. Validé, il organise des stages sur le kettlebell, il est plus fort que moi en Turkish Get-Up, il remonte à 48, hein, c'est quand même costaud. Donc c'est par ailleurs quelqu'un qui pratique vraiment les sports de force, c'est ça que je veux dire, et qui donc a une sensibilité tout à la fois de scientifique, mais aussi de pratiquant. Et pour vous remémorer un petit peu ce dont on parle, la série unique, c'était quoi dans les années 2010 ? C'était au début des années 2000, hein, un peu après, au tournant des années 2000, et ça s'est poursuivi jusqu'à la fin de la première décennie. C'est ça. Donc voilà quand même une controverse assez récente qui avait été vraiment passionnante aussi d'ailleurs, où la question qui était posée par différents auteurs, c'était de savoir si on arrivait à faire pareil avec moins finalement. C'est ça. Faisant une série unique. Tu peux peut-être rappeler le protocole de la série unique Alors le protocole de la série unique consiste, après son échauffement, à ne faire qu'une seule série par exercice de musculation. Et le protocole classique, c'est de sélectionner une dizaine d'exercices sur lesquels on ne va faire qu'une série et de faire ce protocole 3 fois par semaine. Et donc l'idée étant qu'effectivement on va réduire grandement le coût d'entraînement, et les promoteurs, on va dire, de cette méthode entendaient aussi d'une certaine façon lutter contre le no pain, no gain en musculation, en disant voilà, c'est pas la peine d'y passer un temps infini, faisons moins pour le même effet. Et voilà. Alors, d'où venait cette controverse ? Comment est-ce qu'on peut avoir d'un côté des gens qui disent avec une série, on fait aussi bien qu'avec 4, et d'autres qui disent non, c'est impossible de faire aussi bien qu'avec 4 avec une. Et puis derrière, là, comme tu le disais, des philosophies, des visions de l'entraînement complètement opposées. Mais la source. Alors la source, c'était ces 3 chercheurs, c'est Carpinelli, Otto et Winnet,
Alors ils n'ont pas toujours signé tous les 3, mais globalement c'est ces 3 chercheurs-là, qui ont au tournant des années 2000, alors le premier papier de mémoire c'était 98, fait une revue de littérature. Donc eux, d'autres ont fait des protocoles de recherche, mais eux à la base c'était des revues de littérature, ce qui leur a été reproché par ailleurs. Et leur revue de littérature aboutissait à la conclusion suivante. Il n'y a quasiment aucun papier qui montre qu'il est plus efficace de faire plusieurs séries en musculation qu'une seule. Les seuls papiers qui aboutissaient à de tels résultats étaient ceux qui étaient publiés au début des années 60 par un chercheur, Berger, et c'était tout. Et du coup, voilà, leur conclusion c'était, puisqu'il n'y a pas de preuve que de faire plus, c'est plus efficace, on en reste à une série, et voilà. Par contre, ils accumulaient des preuves qu'une seule série suffisait. Au début, c'était uniquement des revues de littérature. Uniquement des revues de littérature. Qui, ils ont passé en revue la littérature scientifique qui, elle, c'est-à-dire qu'ils ont passé en revue un certain nombre de papiers, et ils disaient, voilà, à chaque fois, les résultats sont non significatifs, non significatifs. Berger, c'est significatif, mais ils ont, entre guillemets, un petit peu démonté son protocole de recherche en disant que les variables n'étaient pas contrôlées, etc., et que finalement, ça manquait quand même de validité. Donc eux avaient quand même envie de prouver qu'une seule série, ça suffisait, quoi. Oui, oui, oui. Par ailleurs, il y a des choses qui sont peut-être sous-jacentes à ça, parce que dans leur papier, et dans une série, on va dire, de lettres ouvertes auxquelles il y a eu des réponses et des contre-réponses, etc., ils ont été extrêmement virulents à l'égard des institutions savantes américaines, et notamment le Collège américain de médecine du sport, l'ACSM, et l'association des préparateurs physiques, la NSCA. Mais vraiment très très virulent, en disant que les processus d'expertise étaient corrompus, en affirmant finalement que ces chercheurs entretenaient la croyance que les séries multiples étaient plus efficaces, parce que dès lors qu'on a des séries multiples, on a des protocoles plus diversifiés, et finalement on justifie une certaine expertise. Et eux disaient, en fait, ils les complexifient inutilement pour justifier leur position d'expert. C'était écrit comme ça, vraiment. On peut comprendre que derrière, les autres réagissent de manière assez ferme. D'autant que la complexité de tout ça, c'est qu'ils ne sont pas blanc-bleu non plus, les autres. Parce que clairement, on se rappelle tous de l'épisode très récent sur le CrossFit, avec un journal qui est très très lié au NSCA, qui avait publié, c'est le Journal of Strength and Conditioning, qui avait pipoté des datas. En tout cas, ils ont été reconnus coupables d'avoir pipoté des études pour démontrer que le CrossFit était dangereux. Oui. Or, c'est pas la question de savoir si ça l'est ou pas. En tout cas, les papiers... Ils ont dû retirer les papiers. Ils ont dû retirer les papiers. Oui. Donc, ils ont été condamnés. Donc, on peut se dire que, d'un autre côté, c'est pas parce que c'est publié scientifiquement que c'est honnête. Non, c'est pas parce que c'est publié que c'est forcément juste. Pour autant qu'on puisse qualifier de juste, parce qu'il faut voir après les protocoles, comment c'est fait, etc. Néanmoins, c'est pas pour autant qu'on peut dire n'importe quoi non plus, puisque l'une des caractéristiques de la recherche scientifique et de la publication scientifique, c'est qu'il y a un processus critique qui s'applique dessus, et qui fait que malgré tout, sur un temps, peut-être pas un instant T, mais sur un temps long, on expose quand même des choses le qui savoir oui, il est soumis à la critique et à une critique d'autant plus sévère que la science est un milieu extrêmement compétitif, et il y a beaucoup d'animosité parfois entre les personnes. Comme partout, c'est beaucoup d'ego. Alors, plus on se rapproche du sport d'ailleurs, plus c'est vrai. Donc, plus il y a de critiques, plus il faut que les arguments soient solides. Donc voilà. Alors sur la série unique, c'était intéressant parce que je me rappelle que le standard, j'ai un chiffre en tête, c'était 3%. C'est-à-dire que l'écart un peu estimé entre une série unique et puis une série multiple d'efficacité, c'était 3%. Je ne sais pas si c'était très peu, c'était quelques mes repères sont bons, mais alors, en tout cas, il y avait une forme de reconnaissance quand même de l'efficacité de répéter des séries, mais la supériorité, la suprématie n'était que de 3% par rapport à une série unique. Donc, conclusion d'un des chercheurs, mieux vaut faire une seule série. Alors, moi qui suis dans le très haut niveau, j'ai envie de lui répondre, 3%, c'est beaucoup, mec.
Alors effectivement, et l'autre problème qui se pose, mais c'est un peu, enfin, ça va avec, c'est celui de la faible puissance statistique des données, puisque c'était beaucoup d'effectifs relativement faibles. Et le problème, c'est que ces 3%, c'était des 3% sur des effectifs faibles. D'où ce qui s'est passé dans une deuxième phase de la controverse, c'est qu'il y a eu une succession de méta-analyses qui ont été réalisées. Méta-analyse qui tendait à montrer que les séries multiples étaient plutôt supérieures en agrégeant les données. Et puis derrière, il y a eu un troisième temps où on a eu des critiques des méta-analyses faites par Carpinelli et ses collaborateurs. Vous savez, mais attention, les méta-analyses elles-mêmes ont des biais, etc. Alors ce qui est intéressant dans ce processus-là, c'est que plus on avance dans la controverse, plus on s'éloigne des données initiales, et finalement, plus on avance dans la controverse, moins on voit bien qu'il y a de possibilités pour qu'on en ressorte finalement une conclusion, ce qui était assez paradoxal, d'autant plus que ce qui ressortait, c'est que surtout les chercheurs n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur les critères mêmes qui permettaient de trancher. Donc à partir du moment où on n'est même pas d'accord sur le critère qui permet de trancher, il n'y a forcément pas de sortie il n'y a pas de sortie possible, il n'y a pas d'expérience cruciale entre guillemets possible. Et puis du coup, celui qui lit ça, il n'est pas très avancé à la fin. Autre élément intéressant, et ça va un petit peu dans le même sens, c'est que les chercheurs eux-mêmes ont des conceptions de ce qui est valide ou pas. Et si on prend les gens, par exemple, qui argumentaient en faveur de la série unique, ils avaient une posture très scientiste. C'est-à-dire que les données devaient être extrêmement contrôlées, les variables neutralisées, etc. Ce qui en soi déjà favorise une série unique par rapport à une série multiple qui multiplie les biais possibles. Déjà. Plus le protocole est complexe, c'est... Forcément. Et les chercheurs qui étaient plutôt du côté des séries multiples, par exemple, acceptaient ou mettaient, dans leur protocole, c'était le cas de Kramer, je crois, des données issues du terrain, c'est-à-dire des performances, des relevés d'entraînement, etc., mais qui n'avaient pas été pris dans des conditions complètement neutralisées, etc. C'est-à-dire qu'on accepte le fait que tout n'est pas complètement contrôlé, mais pour se rapprocher d'une pertinence pratique de terrain. Et du coup, on n'a pas les mêmes types de données des deux côtés, avec une position un peu scientiste d'un côté et une position plus pragmatique de l'autre, qui accepte l'idée que des savoirs issus du terrain, des données issues du terrain, puissent être utilisées. Et ça, c'était assez caractéristique. Kramer, Fleck, ce sont des auteurs nord-américains particulièrement influents, notamment au sein du NSCA. Voilà. Et de la guilde, on va dire, générale des préparateurs physiques et des entraîneurs de force. C'est des auteurs fantastiques, ils ont écrit des bouquins incontournables que vous devez évidemment avoir dans votre collection. Du coup, c'est vrai que moi, ce qui m'avait marqué, c'est que la posture scientiste était particulièrement portée par des gens qui, justement, ne pratiquaient pas. Et du coup, les quelques papiers que j'avais lus, j'avais regardé un peu qui les écrivait, et c'était des gens issus des sciences du sport, de la mécanique ou de la physio, mais qui n'avaient pas un background de pratiquant de force. Et du coup, ça, forcément, ça doit influencer ta perception des choses, quoi. On sait, les gens qui m'écoutent savent à quel point je suis attaché à ce qu'un entraîneur pratique ce qu'il préconise, parce que ça lui permet d'éviter des écueils énormes. Alors, on a toujours 3 exemples. On va dire, ouais, mais lui, il ne savait pas nager, et puis il les a entraînés jusqu'au champ. Oui, bon, il y a lui. Mais peut-être qu'il aurait évité quand même des écueils et qu'ils auraient été encore plus forts, on ne sait pas. En tous les cas, là, manifestement, Fleck, lui, Kramer, lui, il tombe pas dans ces écueils-là, quoi. Par contre, comme tu dis, c'est peut-être un petit peu moins rigoureux d'un point de vue science fondamentale, quoi. Et c'est vraiment des choses, ces lignes de partage entre position scientiste, position pragmatique, c'est un truc assez classique qu'on repère en sciences du sport, mais au sein même des chercheurs, et qu'on repère par ailleurs dans d'autres domaines aussi, ou sur d'autres thématiques. Alors on ne va peut-être pas l'approfondir, mais il y a eu le cas de l'électrostimulation par exemple, où entre Cometti et puis les gens qui l'ont un peu contredit, sur ces thématiques-là, c'était pas non plus les mêmes positionnements exactement. Donc c'est une espèce de grande ligne de partage et c'est ça qui est intéressant quand on fait de la sociologie, c'est de voir ces régularités-là qu'on peut retrouver sur d'autres thèmes à d'autres moments. Et sur des thèmes parfois beaucoup plus importants oui. que
que simplement savoir si je fais 10 ou finalement 30 répétitions sur mon mouvement, sur des thèmes où la vie des gens est en jeu, peut-être même la vie de l'humanité, si on pense au coronavirus ou des choses comme ça. On imagine dès qu'il y a des enjeux, les postures qui peuvent... c'est sûr que ça résonne un peu avec l'actualité, là en l'occurrence. Mais oui, et puis la difficulté sur une controverse scientifique comme ça, c'est qu'à l'instant T, on ne tranche pas en fait. Et puis si on n'est pas du milieu, on tranche encore moins, parce que même si on lit les papiers, on en a une compréhension, mais si on n'a pas des connaissances statistiques pointues sur la façon dont ont été produites les données, etc., la compréhension reste malgré tout un petit peu superficielle. Ouais, alors l'intérêt des controverses, c'est que ça facilite quand même l'analyse. Pourquoi ? Parce que comme les chercheurs s'écharpent, ils rendent visibles les arguments qui soutiennent leur position. Et du coup, c'est un moment où il y a des choses comme ça qui sont exacerbées, que ce soit des positions purement en termes de qu'est-ce qu'on considère comme vrai, pas vrai, etc., mais aussi des fois des intérêts sociaux, etc. Alors, par exemple, Kramer avait été très virulent à l'encontre de Carpinelli, en disant en gros que tout ce qu'il cherchait, c'était à faire une espèce de buzz scientifique pour se rendre visible. Et il avait écrit, je cite, je traduis en français, « Méfiez-vous des comptes rendus puants et arrogants ». C'est assez virulent. Ouais, à un moment donné, c'est vrai que quand il y a une période comme ça, vaut mieux pas lire les préfaces les préfaces scientifiques, ça se tartine tous les 3 mois, c'est un jeu de ping-pong. Et alors du coup, d'un seul coup, la controverse s'éteint assez soudainement, en quelques années, quoi. Au final, aujourd'hui, cette controverse n'existe plus, ni sur le terrain, c'est pour ça que c'est un excellent exemple, ni sur le terrain, ni à ma connaissance, mais là tu vas peut-être m'éclairer parce que tu es plus le nez dedans, mais ni à ma connaissance en sciences. Il y a eu quelques papiers après, mais globalement, à la fin des années 2000, avant 2010, ça diminue quand même grandement. Alors il y a plusieurs hypothèses. Juste pour recadrer, parce qu'on a parlé beaucoup de la partie science, donc on comprend bien comment des têtes de réseau se sont affrontées et des nouveaux venus, parce qu'effectivement Carpinelli n'avait pas l'aura à cette époque-là de Kramer. Donc on comprend bien ce qui s'est passé là, mais sur le terrain, en tout cas en France, je ne sais pas comment ça s'est passé aux États-Unis parce que je ne suivais pas ça à l'époque, mais en France, c'était sur des forums notamment comme Superphysique, on peut en parler, Rudy Koya est venu dans ce podcast, ou sur d'autres forums de musculation, enfin c'était la bagarre, quoi. Des auteurs, même les auteurs de la Bible de la prépa physique, comme Didier Reis qui est venu aussi dans ce podcast, mais c'était surtout son co-auteur Pascal Prévost, qui est un fervent défenseur de la série unique. Que j'avais eu en formation agrégation. Ah ouais, intéressant. Et sur ce sujet-là. Et qui se sont affrontés sur les forums, c'était fou. Oui, alors ce qui est intéressant avec ces forums, c'est de voir comment un objet comme ça, qui est sujet à controverse dans le milieu scientifique, il est reçu par les pratiquants. Et de voir les effets d'Internet là-dessus. Donc effectivement, les gens s'écharpent. Ils testent, le forum, ça devient une espèce presque de laboratoire où les gens ils mettent leur progression, j'ai testé, ça marche pas, etc. Mais finalement, tout peut être discuté, rediscuté constamment. Et puis, ça permet aussi de voir certains biais qu'entraîne Internet sur la façon dont sont diffusées les connaissances et qui vont impacter aussi la façon dont le public reçoit la recherche. Par exemple, c'est un chercheur qui s'appelle Bronner, qui travaillait sur les croyances minoritaires et qui montrait que quand on faisait utilisateur lambda une recherche sur Google, les croyances minoritaires étaient toujours surreprésentées par rapport on va dire, à la croyance établie, tout simplement parce que sur Internet, l'offre elle est conditionnée par la motivation des offreurs et que quand on est minoritaire, en général, on est un peu plus motivé pour argumenter. Et là, ce qui était intéressant, c'est que sur Internet, les défenseurs de la série unique, on va y apparaître, c'était que des chercheurs. On voyait plein de références issues de la recherche. Le résultat de ça, par exemple, sur les forums, c'est que les gens disaient « Ah non, mais les chercheurs, ils disent n'importe quoi, c'est pas des pratiquants, etc. » Alors même que la majorité des chercheurs étaient plutôt du côté série multiple.
mais finalement, on les trouvait moins facilement. Ouais. Ceux qui prenaient la parole, ceux qui prenaient la parole, eux étaient des dissidents par rapport à leur propre corporation. Et ils étaient relayés, et les relais, alors par diverses personnes, et les relais diffusaient, proposaient, on va dire, des renvois vers ces références-là. Et du coup, le type qui est sur Internet, qui cherche un petit peu, ah non, mais les chercheurs, ils disent n'importe quoi, regardez, etc. Et du coup, finalement, on se rend compte que ça va conditionner un petit peu, en tout cas, ça peut s'interroger dans quelle mesure ça va amener cet effet-là, la façon dont les personnes vont entrevoir la science. Puisque si finalement, eux ont fait l'expérience du fait que la série unique, ça ne marche pas trop, mais que pour eux, tous les chercheurs sont pour la série unique, puisque c'est ce que leur renvoyaient les forums, ils vont dire la recherche, c'est nul. C'est de la merde. C'est ça, exactement. Alors même que cette partie des chercheurs, finalement, n'était pas... qu'il ait tort ou raison n'est même pas le sujet, mais n'était pas majoritaire d'un point de vue quantitatif. Et ça, c'est assez intéressant. Intéressant. Il y a un réflexe un peu émotionnel aussi au truc, parce qu'on voit bien que, alors, surtout dans nos univers, et plus on se rapproche de la force, et plus c'est vrai peut-être, on n'est pas forcément tous acculturés à la physiologie, à la mécanique du mouvement, etc. On reste des gens, modestement des gens de terrain qui pratiquons à un moment donné du sport, hein, c'est des artisans, quoi. Et il y a aussi une forme pas de complexe, mais de fragilité théorique par rapport à tout ça. Et c'est vrai que sur les forums, du coup, les mecs se faisaient un peu allumer en prenant des cours de physio. Et derrière, tout ce qu'ils pouvaient répondre, c'est mais moi, je pousse 130 au développé couché. Alors, je sais pas quoi te dire d'autre, parce que moi, je le fais en faisant 4 séries, quoi. Et c'est vrai que du coup, on se retrouvait dans des affrontements qui viraient à l'émotionnel ou même changer de thème, c'est-à-dire pour ou contre la recherche, quoi. Effectivement. Ah oui, derrière, on avait vraiment des positionnements très tranchés. Alors, il y avait, c'est complexe parce qu'il y avait aussi des gens qui avaient un très bon niveau et qui avaient adopté, par exemple, la série unique et qui disaient avoir des résultats ou qui cyclaient, qui faisaient des cycles sur série unique. Mais du coup, en fait, on peut pas trancher. Et ça pose un problème quand on est praticien, alors moins quand on est très expert, mais les praticiens peut-être plus jeunes ou qui débutent, cette idée que finalement, on peut pas peut-être qu'on ne peut pas complètement savoir, ça pose problème. Ouais, je comprends, hein. C'est vrai que c'est compliqué, on recherche quelque part la vérité, et en tout d'ailleurs, c'est presque une question métaphysique à la fin de l'histoire. Et finalement, c'est en même temps la difficulté et la beauté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un parti à prendre, une position à choisir, peut-être pas toujours la même d'ailleurs avec tout le monde. Et c'est peut-être un peu la beauté de notre métier quelque part, c'est que, ok, on a toutes ces infos-là, et il faut que nous, on fasse la différence. Il faut que nous, on ait, en tant qu'entraîneur, en tant que préparateur physique, en tant que kiné, la prise de décision, finalement, elle nous appartient. On choisit avec notre expérience. C'est pour ça que je dis que c'est important de pratiquer, parce que ça nous aide aussi à prendre des décisions. Mais c'est aussi important de lire, parce que ça aussi, ça nous aide à un moment donné, arbitrer entre deux contenus qui, en apparence, sont équivalents en efficacité. Et à un moment donné, il faut... Et donc, la controverse s'éteint. Oui, alors donc la controverse s'éteint. Alors, il y a plusieurs hypothèses. C'est que publier sur un sujet, ça a quand même un coût temporel, etc. Donc, à un moment donné, est-ce que c'est, entre guillemets, rentable scientifiquement de continuer à publier sur peut-être un objet qui a moins d'intérêt? Voilà, la question, pour le chercheur, quoi. La question peut se poser à un moment donné quand on a fait un peu le tour, et c'est peut-être pas non plus un objet central complètement en sciences du sport par rapport à d'autres. Il y a peut-être cet effet-là. Quand on publie, il y a cette recherche aussi qui peut être une recherche de visibilité, etc. Quand on est au xème papier sur le sujet, mais qui va juste apporter un tout petit détail, voilà, est-ce que ça vaut le coup? Alors, ce sont des hypothèses, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça peut... mais est-ce qu'à ce stade-là, tout n'a pas été dit de ce qu'on pouvait dire, en tout cas? Et c'est un processus qui n'est pas... ce ne serait pas la première fois que finalement une controverse scientifique ne se clôt pas par, on va dire, une position tranchée et on peut juger, mais parce qu'on pourrait qualifier de conflit larvé, c'est-à-dire que
bon bah on n'est pas d'accord globalement. Accordons-nous sur un désaccord. Voilà, puis ça en reste un petit peu là, quoi. Voilà. Bon, alors on en est là. Est-ce qu'on laisse un peu comme dans le film avec DiCaprio, là, on laisse la toupie tourner dans Inception, hein, ou est-ce qu'on la fait retomber? On peut donner notre sentiment quand même, hein. On peut donner notre sentiment. Alors ton sentiment à toi, c'est quoi? Pas du tout un sentiment de sociologue. Non, là, entre pratiquants. Entre pratiquants. Mon sentiment, c'est que les séries multiples, dans mon cas en tout cas, vont donner plus d'effets. C'est-à-dire que la quantité d'entraînement sur le travail de force a quand même un effet important. Et mon sentiment, c'était aussi... Pas 3%. Et pas 3%. Mais c'est un sentiment qui est venu bien après que j'ai fini de travailler sur le sujet par ailleurs, sur lequel je ne travaille plus trop. Donc c'est vraiment quelque chose après coup. Voilà. Écoute, je suis assez d'accord avec toi. Ce que je vais préciser aussi quand même, c'est qu'il y a ça. Et de l'autre côté, j'ai la conviction absolue aussi qu'avec une belle série, on arrive à avoir de gros résultats aussi. Et peut-être que c'est peut-être même encore plus spectaculaire au vu du peu de travail qu'on va enclencher dans une belle série, de ce qu'on va pouvoir en retirer. Oui, parce qu'après, il y a la question de l'effet global et il y a la question de la rentabilité. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas rentable pour autant de procéder comme ça, et des gens s'entraînent comme ça et réussissent. Donc réussissent aussi. C'est bien que ça marche. Donc la morale de l'histoire, effectivement, c'est que de notre point de vue de terrain, de pratiquants et d'entraîneurs, si on veut vraiment le plus de résultats possible, faut quand même augmenter un peu le volume à un moment donné. Et d'un autre côté, si on n'a pas beaucoup de temps, en une série déjà, si on la fait bien, vaut mieux faire ça que rien. C'est déjà bien rentable. Merci Mathieu de partager tout ça avec nous, c'est hyper intéressant. J'espère que ça fait gamberger nos auditeurs. En tout cas, j'espère aussi que tu reviendras sur d'autres thèmes, parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels tu travailles en permanence en sociaux qui sont complètement connectés avec nos problématiques d'entraînement. Vous nous écoutez en streaming sur toutes les plateformes que vous pouvez imaginer, hein, de Spotify, Apple Podcast en passant par Google, et Deezer. Vous nous regardez sur YouTube ou éventuellement même en version augmentée sur www.broussal-derval.com. Et surtout, rappelez-vous que cet épisode fait partie d'une trilogie et que beaucoup d'épisodes sont disponibles en avant-première sur le e-campus de Transfert. N'hésitez pas à aller y faire un tour si vous avez besoin de continuer à vous former et que vous avez un petit peu de temps devant vous. Il y a énormément de contenu. Mathieu, merci, à très bientôt. Eh bien, merci Aurélien. Et merci de votre fidélité. À plus tard pour un nouvel épisode ABD Podcast. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.